C'était l'une de mes, c'était l'une de mes préoccupations. C'est avec beaucoup d'émotion que je rentre dans cette salle, entouré de toutes ces personnes venues à cette dédicace. Il faut dire que je suis très très ému. Très très ému. Si vous me permettez, je vais aussi demander à Mme Edier de se présenter brièvement, puisqu'elle est notre hôte. Je suppose que tout le monde ne la connaît pas, pour qu'elle nous dise ce qu'elle fait et dans quel domaine d'activité elle existe. Rebonsoir à tous. Rebonsoir à tous. Bon, je vais parler comme ça. Rebonsoir à tous. Je suis Edier Anoumankakou. Bon, je vous ai dit que j'étais responsable de l'espace de coworking, mais je suis experte en organisation professionnelle et valorisation de clientèle. Donc, je suis chef d'entreprise dans la domiciliation virtuelle et physique des entreprises et formatrice des assistantes de direction. Donc après, je développe d'autres domaines. Donc, on va s'arrêter là. Merci. 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 Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va aller directement à la lecture d'un extrait. Comme ça, on va rentrer dans le livre et puis on va en discuter de long en large. Ok. D'accord. Donc, si vous le permettez, je crois que tout le monde a un sac tabac comme ça. Il faudra ressortir un flyers avec plein d'écritures juste derrière. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut se proposer pour la lecture de ce flyer-là? Allez-y, allez-y. Bonjour à tous. Je vais vous lire l'extrait de l'Europe à l'Afrique, le parcours d'un retour réussi au pays. L'Occident est souvent idéalisé comme un Eldorado, un lieu propice à l'épanouissement personnel. Toutefois, la réalité est parfois bien différente. De nombreux membres de la diaspora se retrouvent ainsi confrontés à la possibilité de vivre de leur terre natale. Ce livre relate le parcours de Joël Amani, né en Côte d'Ivoire. Parti très jeune pour poursuivre ses études en Europe, il est diplômé d'un bachelor en économie et cumule plus de 15 années d'expérience professionnelle en Occident. Fort de cette expérience, il prend la décision de retourner dans son pays d'origine. À travers cet ouvrage, vous plongerez au cœur de son parcours, de ses défis, de ses échecs, de ses réussites et de ses objectifs à long terme. Cet ouvrage se présente comme une boîte à outils indispensable pour initier et mener à bien votre propre projet d'investissement et ou de retour au pays. Bonne lecture. Merci. Merci Madame pour la lecture. Alors, bien avant de commencer la séance questions-réponses, moi j'aimerais poser une question directement à notre auteur écrivain ici. Quelle est la finalité de l'écriture de cette œuvre? Merci pour la question que je trouve assez pertinente. Alors, l'objectif que j'ai donné à ce livre, il est sur différents volets. Initialement, quand j'écris ce livre, c'est d'abord pour me découvrir. J'ai su très tard, courant année 2023, que j'étais rentré au pays, je faisais des choses que les autres trouvaient pas mal. Et je me suis rendu compte que je ne communiquais pas assez sur ma personne. Donc les gens me connaissaient peu. Du coup, j'ai pris la décision d'écrire ce livre pour pouvoir donner aux gens quelques informations, pas trop, parce que je n'ai pas trop voulu rentrer dans l'intime, comme vous le découvrirez dans le livre. Et donc, c'était pour justement permettre aux personnes qui ne me connaissaient pas assez de me découvrir. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, j'ai voulu envoyer un message aux membres de la diaspora, à ceux qui sont encore de l'autre côté et qui hésitent à raison ou à tort de rentrer, de rejoindre le pays pour différentes raisons, de leur dire que c'est possible de rentrer au pays et d'y vivre. Je suis assez satisfait de ça parce que, pour la petite anecdote, des fois quand il y a des bruits dans le pays, des petites nouvelles,
vous verrez que plusieurs personnes vont commencer à vous appeler, mais allô, mais on dit c'est gâté là-bas, on dit que c'est chaud, hein, ou bien ça va chauffer. Et donc moi je me plais toujours de les rassurer, leur dire que non, nous on vit tranquillement, mène nos activités et puis tout se passe bien. Donc de l'extérieur on a toujours l'impression que le pays chauffe et que ça va se gâter, que c'est compliqué, peut-être basé sur on va dire l'historique, ce qui s'est déjà passé. Et donc c'était pour envoyer un message à cette diaspora-là pour dire que oui, effectivement, vous pouvez venir, pourvu que vous ayez un projet précis et que vous soyez discipliné, que vous fassiez peut-être accompagné par des devanciers. C'est possible de pouvoir s'installer au pays et puis vivre finalement la vie qu'on était peut-être allé chercher de l'autre côté. Et le troisième axe, c'était pour les jeunes qui sont ici. Leur dire que on peut ne pas avoir quitté le pays, mais si on sait s'organiser, se faire entourer par les bonnes personnes, c'est possible. Alors j'hésite un peu quand je dis ça parce que des fois on me dit mais oui c'est facile, quand tu es parti, tu es revenu, c'est facile de dire ça. Donc je suis un peu hésitant, mais je vais dire que dans certaines mesures on peut réussir quelque chose en ne quittant pas le pays ou bien en quittant le pays d'une manière, on va dire, sécurisée. Voilà. Est-ce que dans l'Assemblée, quelqu'un a une question tout de suite à poser à notre auteur? Il y a certaines personnes, je crois, qui ont déjà lu l'œuvre. Est-ce qu'elles aimeraient intervenir et nous donner un retour de la lecture? Monsieur Edmond Quadio. Ça va après? D'accord, c'est compris. D'accord, je viens. Aussi, j'aimerais juste prévenir, pour les personnes qui viennent juste d'arriver, il y a un stand juste derrière. Vous pouvez vous procurer le livre qui est au prix de 15 000 francs. La version papier ou la version PDF qui est au prix de 5 000 francs. Aussi, si vous avez envie de l'offrir, il n'y a pas de problème, vous pouvez précommander et puis après régler la compte. Merci. Merci. Je suis Gérard de l'Institut de communication FLACOM. Donc, merci monsieur Liba pour l'invitation. Déjà, j'ai une préoccupation dans le livre. Il y a la phrase qui dit « Je prenais le risque calculé ». Je comprends le risque calculé, c'est quoi ce concept? Et aussi, au regard de l'intitulé du livre, de retour de l'Europe à l'Afrique. Donc, nous déjà, je parle de mon cas, hein, je suis en Afrique. Si je devais baptiser mon livre de l'Afrique à la conquête du monde, quel conseil M. Nipa pourrait me donner? Merci Jérôme pour la question qui est aussi pertinente. J'ai l'impression qu'on n'aura que des questions pertinentes ce soir. Alors, la première question, le risque calculé. Ce que j'ai voulu dire par ce mot-là, c'est que déjà faire le choix d'entreprendre, c'est accepter de perdre quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être des relations. L'entrepreneuriat en lui-même est risqué à tout point de vue. Voilà. Il y a des personnes avec qui tu peux avoir de bons rapports. Lorsque tu commences à travailler avec elles, tu la perds en tant que relation. Donc, j'entendais par là risque calculé dans le sens où il y aura forcément quelque chose à perdre. Mais tu dois t'assurer de faire le nécessaire. Okay? Ça peut être par des études, ça peut être par des formations, ça peut être par des partenariats gagnant-gagnant avec d'autres personnes qui sont dans la même vision que toi, de sorte à ce que tu as à perdre soit le plus négligeable possible. Voilà, c'est dans ce sens-là, personnellement, que j'ai vu, que j'ai exprimé ce mot. Maintenant, dans ton cas à toi, de l'Afrique à la conquête du monde, moi, ma particularité, c'est que je ne spécule pas sur ce que je ne sais pas ou ce que je n'ai pas fait. Ce livre, je l'ai appelé de l'Europe à l'Afrique, mais il aurait pu s'appeler de l'Afrique à l'Europe, de l'Europe à l'Afrique. Tu comprends par là que ce n'est que mon parcours que j'exprime dans ce livre. Maintenant, quand tu dis de l'Afrique à la conquête du monde, j'ai l'impression que tu es dans une vision. Donc, j'ai envie de dire, prépare ta vision et puis vas-y, mais attends d'être arrivé, attends d'avoir conquis le monde avant d'écrire le livre. Et ce que tu mettras dans le livre sera simplement le récit de ce que tu auras vécu. C'est tout ce que je peux dire pour ça.
Du coup, moi, je suis Mademoiselle Bagayoko, donc je suis sage-femme de profession. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Anani il y a plus d'une dizaine d'années en Belgique, parce que je suis promotionnaire avec sa fille qui est aussi sage-femme, Madame Bobo. Et du coup, j'ai commencé à le suivre depuis la France, une fois que j'ai été diplômée, avec sa chaîne YouTube Astuces du pays. Donc au début, je conseillais aux gens de la diaspora de regarder, mais comme il n'y avait pas trop de visibilité, ils n'étaient pas trop intéressés. Mais j'ai vu que maintenant, au fur et à mesure, ça a bien pris. Et du coup, moi, ma question, c'était, quand on veut revenir, combien de temps vous préconisez pour se préparer à arriver? Parce que je sais que vous avez plus de 10 ans pour établir tout ce que vous avez fait là, actuellement. Donc, combien de temps à peu près il faut pour envisager de venir s'installer? Miss Bakayoko, Madame Bakayoko, d'accord. Ça fait plaisir de te revoir. Je ne te cache pas que ça remonte à tellement longtemps et puis il y a tellement de choses qui sont passées entre temps, mais ça me fait plaisir de te revoir. Ça me fait plaisir que tu envisages le retour au pays, c'est déjà un bon premier pas. Maintenant, combien de temps il faut pour retourner au pays? Comme j'ai l'habitude de dire, moi je me base sur mon expérience. Moi j'aime le risque, en même temps je suis très peureux. On pourra parler de prudence. J'aime mettre les pieds. Pour moi qui aime souvent aller en brousse, on dit quand tu vois une flaque d'eau, ne mets pas les deux roues de la voiture à l'intérieur. Tu mets un au dehors, un dans l'eau pour que l'autre pied qui est dehors puisse avoir l'adhérence pour sortir. Donc, moi, mon retour, je l'ai préparé sur 12 ans. Alors, ça peut paraître extraordinaire, mais ce que j'essaie de dire, c'est que contrairement à d'autres entrepreneurs, des fois j'en vois sur la toile qui se sont levés, j'ai envie de dire du jour au lendemain, qui sont venus. Moi, j'ai commencé par faire des petits allers-retours depuis Londres. Au début, c'était 7 jours, 10 jours, 7 jours parce que j'avais encore un emploi. Quand on a un emploi, on n'est pas aussi libre que quand on est au chômage ou qu'on décide de ne pas avoir d'activité. Donc moi, mon retour, je l'ai préparé sur 12 ans à base d'aller-retour. Je vais faire court parce que sinon après ça va être trop long. Et je me suis assuré, donc ça c'est la première chose concernant le temps. Maintenant, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai positionné des garde-fous pour me rassurer. Parce que forcément, quand on décide d'entreprendre aussi tard que nous, c'est-à-dire après enfant, femme, après charge, responsabilité, on ne peut pas se comporter comme un jeune de 22 ans qui débute. Voilà, lui, il saute le pas, il est jeune, il a la jeunesse pour lui et il a raison de le faire parce que voilà, vaut mieux tôt que tard comme nous. Et donc, j'ai implanté des petits business. Il y a mon tonton Alain qui est là, à qui je livrais la tomate, d'accord, parce que j'ai débuté dans l'agriculture. Et puis je partais, je revenais, donc j'étais dans l'agriculture. Après, j'ai mis en place le transport et petit à petit. Donc pour faire court, j'ai préparé mon tour sur plusieurs années et j'ai mis des activités ici qui pouvaient me permettre de supporter la famille là-bas et me supporter moi-même. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un temps prédéfini pour bien rentrer au pays. Je pense que ça dépend de la configuration de chacun. Si vous êtes seul, si vous êtes marié, il faudra prendre en compte la vie de l'autre. Lors de mes séances de consultation de projet que je donne aux membres de la diaspora, mais également aux locaux qui veulent entreprendre, je pose certaines questions comme est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes en couple? Et question pertinente, si c'est une femme que j'ai en coaching, je demande est-ce que le mari est africain? Est-ce que c'est pertinent? Si ton mari est français, c'est clair que, bon, après il peut aimer le pays, mais je veux dire que ce n'est pas automatique. Voilà, on a même des Africains qui sont d'autres pays que la Côte d'Ivoire, qui ne se voient pas vivre en Côte d'Ivoire. Donc, il y a tout ça à prendre en compte dans son projet de retour au pays. Voilà, donc éventuellement je pourrais t'accompagner gratuitement sur ton retour au pays si c'est nécessaire. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est bon? C'est bon. Pourquoi ne pas prendre 3 questions à la fois pour y répondre? Bonsoir. Je m'allonge. Je suis Bakar Boko. Je suis membre du Bakar Boko. Nous résidons en France. J'aimerais savoir,
Quand vous dites le risque, le risque calculé, voilà. Alors, c'est un calcul financier, calcul mental ou un calcul physique, c'est ce que je veux savoir en clair. Très bonne question. Ok, merci. Donc c'est en couple que vous êtes venu, c'est ça? D'accord, ok. Je m'adressais à madame sans savoir que monsieur était là, ça fait plaisir. Alors, tout à l'heure, je parlais de risque à tous les niveaux. Le risque calculé, c'est par exemple monsieur qui veut rentrer pendant que madame n'est pas en accord avec ce retour. Ça, c'est une réalité que les membres de la diaspora ont là-bas. Ça veut dire que le projet il est personnel, il n'est pas familial. Donc, monsieur doit savoir qu'en prenant cette décision, il y a un risque qui est affilié à cette décision. Un risque de séparation ou un risque de conflit. Bon, on va aller doucement, un risque de conflit, ça va créer des conflits. Il faut être prêt à encaisser ce risque-là. D'accord? Il y a le risque financier. En Côte d'Ivoire, on n'a pas forcément toutes les aides qu'on a en Europe. Quand on vient ici, tout est à charge, que ce soit avec les enfants, le transport, tout. Après, c'est vrai qu'en tant que Français, il y a des facilités, bien sûr, mais ça coûte cher de rentrer au pays. Après, il y a le risque énergétique. Lorsque, comme moi, qui se plaît, les personnes comme moi qui se plaisent à aller dans plusieurs domaines d'activité en même temps, il y a des risques de fatigue, il y a des risques au niveau de santé. Je résumerai mon propos par dire que le risque, il est à plusieurs niveaux. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez perdre, ce que vous pouvez compromettre, et puis vous lancer. Mais en tout cas, ce n'est pas sans risque. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, ils pourront vous confirmer ça. J'ai répondu à la question. C'est bon? S'il y a un complément... Bonsoir, monsieur Nipa. Je suis monsieur Prince Okenikio. Je suis sur une chaîne de télévision qu'on appelle LTV. Bon, j'ai vu un peu votre titre. De l'Europe à l'Afrique. Je me pose la question, est-ce qu'il y a un message fort derrière ce titre? Car nous savons qu'aujourd'hui, les jeunes passent par la mer, passent par les océans pour aller en Occident. Est-ce qu'il y a un message fort? C'est ce que je veux savoir. Merci. Merci. Alors, au risque de décevoir, il n'y a pas de message fort lié au risque que les jeunes prennent à rejoindre l'Occident. De l'Europe à l'Afrique, c'est tout simplement un parcours que j'ai voulu exprimer dans un livre. Maintenant, il y a des effets collatéraux forcément, parce que dans un livre, dans un message, chacun prend sa part. De l'Europe à l'Afrique, certains pourraient dire c'est possible de revenir, certains pourraient dire c'est pas la peine d'y aller. Je pense que peut-être que le message aussi sert une certaine communication qui vise à ce que chacun puisse justement élaborer sur le titre et prendre la part qui lui correspond. Voilà. Bonsoir à tous. Félicitations déjà à M. Nipa pour ce livre. Je suis Mian Sylvain, banquier entrepreneur. J'ai une question à deux volets. On peut aller comme ça. Hein. On peut aller comme ça. Voilà. À deux volets. Lorsque je vois serial entrepreneur, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander quel est votre rapport avec l'échec. Quel est votre rapport avec l'échec?
Et ensuite, quand je dis échec, je vais me compléter aussi avec quoi? Quel est votre rapport avec le temps? Parce que dans la vie d'un entrepreneur, l'échec et le temps sont deux tendances sur lesquelles il faut beaucoup miser. Donc, quels sont vos rapports avec l'échec et quels sont vos rapports avec le temps? Ma deuxième question viendra dans le sens de comment M. Niepa envisage la pérennité de son empire. Parce que lorsque quelqu'un construit un empire, il est le guide de tout. Mais quand il n'est plus là, que devient l'empire? Donc, quel conseil vous appliquez à vous-même pour la pérennité de tout ce que vous êtes en train de construire? Et quel conseil aussi vous donnez à ceux qui entreprennent pour ne pas que demain, dans 10 ans, après votre départ, qu'on ne souhaite pas très tôt, ce que vous avez bâti puisse disparaître? Voilà mes deux questions. Merci Sylvain. Je dois avouer que la deuxième question donne froid dans le dos et en même temps donne à réfléchir, donc merci. Et je vais commencer par cette question-là qui pour moi est vraiment pertinente. Je me rappelle un jour une partenaire lors d'un coaching et qui m'a dit un truc qui m'a un peu glacé. Elle m'a dit, mais monsieur Niepa, c'est vrai qu'on s'engage avec vous sur des projets à long terme, mais et si vous mourrez? Et en plein coaching, elle m'a sorti ça. Et j'avoue que je suis du genre à me préparer à tout. Voilà. Moi, tel que je suis assis là, je suis prêt à recevoir n'importe quelle nouvelle, même la pire. Je suis prêt pour ça. Mais ça, non. Pas d'une personne avec qui je suis en train d'échanger à travers un live que je ne connais pas personnellement. Et ça m'a fait réfléchir. Et je pense que c'est pertinent. Parce que aujourd'hui, nous, entrepreneurs, on a tendance à faire tourner tout autour de nous. Voilà. Et on lutte avec ça continuellement. On essaie de déléguer, on essaie d'expliquer la vision. Et ma fille qui est là, je suis venu avec ma fille, Sam Sarah, qui a 15 ans. Et donc, c'est par ces petits mécanismes-là qu'on essaie de préparer le futur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours apprécié la communauté chinoise quand on est en France. Pour ceux qui ont eu la chance de visiter ce pays, vous verrez que quand vous rentrez dans un restaurant chinois, souvent vous trouvez des enfants. Les Libanais le font ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'un enfant ou un enfant qui soit chinois ou peu importe, qu'est-ce qu'un enfant a à faire dans un business, surtout qu'il ne fait rien? La plupart du temps, il est en train de courir, il ne fait rien. Et en réalité, le père essaie de montrer déjà les rudiments de l'activité à l'enfant, même s'il ne s'intéresse pas parce qu'il est encore petit. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Expliquer aux enfants, mes enfants connaissent le nom des structures, mes enfants connaissent les employés, elle a fait son stage dans la structure. Donc, voilà, on essaie de leur mettre le pied à l'étrier pour que demain, ça ne garantit rien. Parce qu'il y a des enfants qui refusent carrément de suivre la voie que les parents ont pris. Mais bon, on essaie de faire le maximum. Et puis après, écoutez, plus un entrepreneur progresse, plus il s'organise, plus il passe en SA. Il nomme un DG, il devient PDG, président, ainsi de suite. Et puis après, il y aura quelqu'un hors de la famille. C'est vrai que c'est pas forcément le désir premier d'un entrepreneur, mais l'objectif c'est que la vision continue. Voilà. Et la première question, quel est mon rapport avec le risque? Alors moi, tel que vous me voyez, j'ai banalisé le risque en fait. Moi, j'ai banalisé l'échec, pardon. Moi je fonce. Voilà. Je sais qu'il y a des choses que je vais réussir. Je sais qu'il y a des choses que je vais échouer. Et c'est pour ça que je recommande à tous ceux qui prétendent à l'entrepreneuriat de se procurer ce livre et d'autres livres. Parce qu'au-delà de ces livres qu'on écrit, la chose la plus importante quand on finit de lire ce genre de livre, c'est qu'on récupère un mindset. L'entrepreneur se distingue par le mindset. Alors il se distingue par plusieurs choses. Ça peut être le courage, ça peut être l'abnégation, ça peut être la résilience. Mais il faut un état d'esprit pour accepter ça. Il faut un état d'esprit pour dire que ce qui est arrivé doit arriver, on se réorganise et on recommence. Ça, c'est un mindset qu'on devrait même enseigner à l'école. Après, il y a d'autres choses, mais moi, personnellement, l'échec, voilà, pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Voilà. J'échoue, je réussis. Le plus important, c'est de ne jamais abandonner. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite poser une question?
Ok, en attendant, vous avez une question? Ok, c'est bon. Bonjour, M. Diepa. Bonjour tout le monde. Je suis M. Lagos, enseignant. M. Diepa, dans le premier paragraphe du résumé de votre livre, vous avez dit à la première ligne que l'Occident est souvent idéalisé comme un Eldorado. Et à la deuxième ligne, vous dites que la réalité est parfois différente. C'est un fait, voilà, de savoir que l'Occident est idéalisé. Malgré tout ce qu'on peut voir sur les questions d'immigration clandestine et autres, mais beaucoup de jeunes continuent d'idéaliser l'Occident. Beaucoup de jeunes pensent que c'est là-bas qu'on peut réussir. Donc vous, qui avez été des deux côtés de la rive, quel conseil, disons, vous pouvez donner à ces jeunes-là? C'est bon? Oui, c'est bon. Merci Cyril, qui se trouve être mon cousin. Merci d'être venu il a été affecté à l'intérieur du pays, il a fait le déplacement pour l'événement. Alors, je vais essayer de résumer la question comme je l'ai comprise. D'abord, je parle de l'Occident comme un Eldorado, et puis après, je parle de la désillusion, de se rendre compte que ce n'est pas ce à quoi on avait pensé. Alors, j'écris ça vraiment avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est facile quand on est revenu de dire que là-bas c'est pas l'Eldorado. Et c'est facile aussi quand on n'est pas parti de croire que là-bas c'est l'Eldorado. Mais il y a un fait. C'est que lorsque tu penses que l'herbe est plus verte chez le voisin, ça c'est un fait. Quel que soit qu'on soit parti ou qu'on soit resté. C'est une réalité qui nous touche tous. Des fois on pense que c'est mieux ailleurs. Et quand on va ailleurs, on se rend compte que non, finalement, il y a des choses qu'on retrouve là-bas qu'il n'y avait pas là d'où on vient et vice-versa. D'accord? Donc c'est vraiment avec beaucoup d'humilité, même quand j'échange avec des jeunes qui me disent « mais vous nous dites de ne pas partir, pourquoi vous nous dites de ne pas partir, mais vous êtes parti ?» Bon, déjà moi je pars parce que je n'ai pas le choix. Je pars, je suis petit. Donc quand tu es petit, si le père est affecté à Daloa, tu te retrouves à Daloa, même si tu n'aimes pas la ville. Si le père est affecté à Korogo, tu te retrouves à Korogo. Moi je suis parti rejoindre maman. Donc j'avais pas le choix. Voilà pourquoi c'est d'autant plus pertinent quand j'ai envie de faire maintenant mon choix de revenir. Voilà, donc maintenant pour celui qui a le choix de partir, qui me dit pourquoi tu es parti alors que tu nous dis de rester ici, moi je ne dis à personne de ne pas partir. Au contraire, va, fais ton expérience. Moi j'écris un fait, j'écris ma vie, j'écris ce que j'ai vécu. D'ailleurs dans le livre, je ne m'attarde pas trop sur les côtés négatifs de l'Occident, parce que l'Occident m'a beaucoup apporté. Voilà. Quelqu'un qui part, il a 7 ans, qui revient en plus de plusieurs décennies, vous comprenez qu'il a été formaté carrément par l'Occident, donc il ne peut pas cracher sur l'Occident. Donc, celui qui veut y aller, qu'il y aille, et j'espère qu'il n'arrivera pas à la même conclusion que moi, mais il y a un deuxième fait, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier regarde vers l'Afrique. Il suffit de se balader à travers la ville, de voir toutes les infrastructures, on verra rarement que le drapeau ivoirien. Il y a toujours un drapeau japonais à côté, il y a toujours un drapeau marocain à côté. La Russie essaie de gratter des parts en Afrique. Le monde entier se bat pour être en Afrique. Nous y sommes déjà. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident. On parlera de financement. C'est normal, toi tu es parti, tu es revenu avec l'argent. Ça, c'est aussi un fait. Parce qu'un jeune qui est resté ici, qui n'est pas parti, n'a pas forcément les moyens de faire quelque chose. Mais là, on retombe encore sur le complexe de l'entrepreneuriat du jeune Ivoirien. Parce qu'il est convaincu dans son esprit, et c'est ce qu'on essaie de débloquer. Bientôt, je vais lancer des séances avec eux, gratuites. Mais je vais le mettre un dimanche parce que je vais récupérer que les motivés. Ils sont convaincus qu'on ne commence à investir qu'avec 1 million, 2 millions, 3 millions. Parce que pourquoi ils ne commencent jamais quelque chose? Alors qu'avec 100 000, on peut déjà commencer quelque chose. Voilà. Donc, moi je suis parti en Occident, sinon on m'a envoyé en Occident. J'ai vu certaines choses. J'ai vu que la France arrivait à ses limites. Lorsque l'Allemagne a voulu sortir de l'euro,
faut voir comment le président de l'époque, Hollande, a couru pour aller rencontrer Merkel. Parce que la France, bon, elle se bat, mais elle regarde vers l'Afrique. Je vais parler des choses que je ne maîtrise pas. Et tous les pays du monde se tournent vers l'Afrique. Nous y sommes déjà. Essayons de faire quelque chose avec ce qu'on a. Et on a tous quelque chose. On a tous quelque chose. Même le jeune qui dit qu'il n'a rien a un smartphone de 100 000. Donc, Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? D'accord. Nous avons aussi un direct qui passe actuellement et il y a des personnes qui nous ont laissé des questions que je vais bientôt lire à notre auteur. Mais bien avant, j'aimerais me tourner vers Madame Edier pour lui poser aussi une question. Je crois que vous avez sensiblement la même histoire avec Monsieur Inepa-Joué parce que vous aussi vous êtes revenu. Et j'aimerais savoir un peu plus surtout aussi sur la collaboration qui a déjà existé entre vous. Bonsoir. Effectivement, on a plus ou moins la même histoire parce que nous sommes connus à Paris. Moi, je suis plus amie j'étais plus amie à sa femme à Paris sur mes événements parce que j'avais un cabinet de shopping à Paris. Et donc, du coup, lorsque je suis rentrée, bien évidemment que c'est pas pour me reprendre le challenge. Lorsque je suis rentrée, j'ai commencé à faire des posts pour sensibiliser également tout mon relationnel qui était sur place. Et on va dire qu'on parlait de risque tout à l'heure. Moi, j'ai pris un gros risque, contrairement à ce qu'on peut penser. Je suis une femme, mais j'ai pris le risque le plus fou. C'est-à-dire que j'étais en vacances pendant 2 semaines ici. Et après, je suis rentrée à Paris et 3 mois plus tard, je suis revenue à Abidjan. Donc j'ai préparé, je ne sais même pas si on peut dire préparé, 3 mois plus tard en tout cas j'étais ici parce que j'avais eu cette vision de cet espace de coworking dans lequel vous êtes. Donc du coup j'ai installé ce coworking. Et la deuxième question, c'était la première collaboration. La première collaboration, donc comme on a indiqué, Monsieur Anani, depuis Paris, lui, comme il vous a expliqué, il faisait déjà ses allers-retours. Mais il avait lancé une chaîne YouTube, je crois que c'est la première, effectivement. Oui, il avait lancé une chaîne YouTube Repatpreneur, et donc j'ai été bien évidemment la première personne qu'il a sollicité pour son live. Donc du coup, oui. Ce qui est marrant, c'est que oui, effectivement, on était dans le virtuel, mais aujourd'hui, on est dans le physique. Donc voilà, pour répondre à la question de la première collaboration. Et ensuite, aujourd'hui, il est au niveau de l'espace de coworking pour donner cet événement. Et en plus, il m'a sollicité pour tout ce qui est event planner de cet événement. Donc avec plaisir, j'espère que j'ai été à la hauteur, mais ça, on verra plus tard. Merci, Madame. Ce que je vais rajouter sur le parcours de Edier, si tu permets, c'est que là, ici, vous avez l'inhabituel. Très souvent, on dit à l'homme, va, prépare le terrain. Chacun son terme, on fait la place, prépare le terrain, prépare les choses. Et puis les autres, donc la troupe, l'équipe rejoint. Là, vous avez l'exemple d'une femme qui a pris ses clics et ses claques, qui est venue, qui est rentrée. Bon, elle avait sa vision, elle est bien installée, elle est bien réelle puisqu'on y est. Mais elle est sortie un peu du paradigme qui dit que voilà, c'est l'homme qui doit passer devant. Et elle ne le sait pas parce que je me dis, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'apprécie autant. Voilà, parce qu'elle est sortie de ce qu'on attendait et puis elle a pris ses propres risques et puis aujourd'hui je suis assez fier d'elle. C'est ce que je voulais rajouter sur son parcours. Merci. Merci, M. Nipa. Alors, il y a une première question de Léon K qui demande, est-ce que c'est pas parce que vous avez échoué en Europe que vous êtes revenu en Afrique? Alors, c'est une très belle question. Alors, l'échec, oui. J'ai échoué dans un sens parce que j'ai pas pu recréer ce que je voulais vivre dans ma vie d'homme là-bas. Parce que c'est l'homme qui crée son environnement, d'accord? Mais il faut dire qu'il y avait pas mal d'éléments qui m'empêchaient de recréer ça. Par exemple, il y avait les opportunités. D'accord. Déjà, le premier frère en France, donc c'est ce qui explique mon départ pour l'Angleterre. Ce qui est bien avec les pays occidentaux, et vraiment ce que j'ai dit m'engage, c'est que si tu veux faire des études, tu vas faire des études. C'est ça qui est chic.
Le lycée est gratuit, l'université est gratuite, tu fais toutes tes études, vraiment, tu as des bourses, tu es vraiment accompagné en tant qu'étranger. C'est comme si ils permettaient que vous fassiez vos études, voilà. Peut-être que dans leur esprit, après les études, vous allez rentrer, mais pas forcément que vous allez concourir au même poste que leurs enfants. C'était peut-être ça que j'avais pas compris. Donc moi, je finis mes études et puis bon, je commence à lutter pour travailler aussi, puisque c'est pour ça que vous avez permis que je fasse des études. Et là, je suis face à un mur. Je me rends compte que non, les mêmes études, le même parcours ne donnaient pas forcément les mêmes débouchés. Et quand je regardais ceux qui me ressemblaient, on avait à peu près la même histoire. C'est comme ça que je pars en Angleterre. Donc j'échoue à vivre ce que je voudrais vivre en France. Et puis en Angleterre, j'essaie de me dire, bon, avec l'anglais, et là-bas, il y avait quand même plus de possibilités. Puisque je ne rentre pas parce que j'ai pas d'opportunité en Angleterre, je rentre parce que, voilà, c'est question de famille, tout ça, et puis parce que je voulais revenir au pays. Et donc, je devais consolider certaines choses en France avant de revenir. Donc, l'échec, oui, parce que peut-être que j'ai pas pu construire ce que je voulais construire là-bas, donc je retourne au pays. Mais si on veut parler de vie inconfortable ou confortable pour lesquelles j'ai quitté l'Occident, je dirais que je suis mieux ici. Voilà, là-bas, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le fameux j'avais un travail, j'avais une voiture, j'avais une femme, j'avais une maison, j'avais tout ça. Mais est-ce que pour vous c'est forcément ça la réussite ou l'échec? Je ne sais pas. Donc je ne vais pas aborder ça. Mais j'avais tout ça. Voilà, l'échec il était au fond de moi. Je voulais que mes enfants grandissent dans un environnement africain où ils se sentiront à l'aise, parce que je vous jure, être dehors, être dans un pays où tu ne sens pas qu'on te considère comme faisant partie du pays, le mal, il est au-delà d'un bon boulot, d'une bonne maison, d'un bon travail. Tout ça, c'est superflu, en fait. Et quand on vient au pays, on shine, on a les montres et tout. Est-ce que vous avez déjà accompagné quelqu'un à l'aéroport qui venait d'Occident? Il est malheureux comme un fou. Pourtant, il a une voiture, il a une maison, je suppose qu'il a une femme, il a des enfants qu'il adore, mais pourquoi quand il veut partir, il est malheureux? Parce que quelque part, il y a quelque chose au fond de nous qui se connecte avec d'où on vient. Et moi, quand je suis rentré, j'ai eu cette conviction. Ça a été très difficile. Les personnes qui m'aiment le plus, je veux croire qu'ils m'aiment le plus, m'ont demandé de repartir là-bas. J'ai pas voulu parce que la connexion que j'avais eue ici était trop forte. Il y a l'un de mes premiers amis ici, Vianney, merci d'être venu, du quartier de la Palmeraie, il connaît le parcours. Ça a été très très difficile, mais je suis resté. Et puis aujourd'hui, voilà, pour moi c'est ça la réussite. Tout est en harmonie. J'ai pas forcément le travail que j'avais là-bas, mais j'entreprends. Et j'ai des jeunes à avoir du travail. Pour moi c'est ça. Donc si on doit dire là où j'ai réussi, c'est ici. Donc on peut dire qu'effectivement, peut-être que là-bas j'ai échoué. Bonsoir tout le monde. Voilà, monsieur le père, bonsoir. Ce que je voudrais savoir, c'est en rapport avec la dame à côté de vous qui a décidé de venir s'installer ici. Si jamais la décision venait de votre famille, c'est-à-dire la décision venait de votre famille, si elle décidait de venir s'installer ici, est-ce que vous auriez accepté de la suivre? Et ce que je veux savoir aussi, c'est est-ce que les enfants sont adaptés à la Côte d'Ivoire au pays? Parce qu'ils sont mis là-bas, tout ça. C'est ce que je veux savoir. Merci. Merci pour la question. Quand elle a pris le micro, je pensais qu'elle allait faire une blague. Et ta question, je ne suis pas déçu parce qu'elle est très sérieuse, merci. Alors, si madame avait accepté de venir, est-ce que je l'aurais suivi? Dans ta question, je vois plusieurs questions. Je pensais que tu allais me demander si j'aurais accepté que ce soit elle qui vienne préparer le terrain. C'est-à-dire, si c'est elle qui décidait de venir, elle avait ce rêve-là. Comme il dit. Et puis après, je la suis. Voilà. D'accord, ok. Alors, moi j'ai une éducation un peu traditionnelle, pour ne pas dire machiste. Désolé si le mot est un peu fort. Pour moi, c'est l'homme qui prend les coups. Voilà. On peut en discuter après sur la théorie de l'homme qui prend les coups. Moi, je suis sincère dans tout ce que je fais. Voilà. Pour moi, c'est l'homme qui prend les coups. Voilà. C'est ce que mon père, ancien gendarme à la retraite, m'a dit.
Voilà, peut-être parce qu'il était madame, je sais pas. Voilà. Mais je pense que, voilà, pour moi, c'est l'homme qui prend les coups physiques, les coups de la vie. Peut-être que la femme prend les coups spirituels, puisqu'en général, elles sont beaucoup plus connectées que nous. Je parle pour moi, et ce que j'ai dit m'engage. Donc, si elle avait, sachant que les enfants sont nés en Angleterre, voilà, les enfants sont nés en Angleterre, ils ne sont pas nés en France. Donc, pour des questions pratiques et de logistique, comment fait une femme pour venir préparer le terrain avec 2 enfants? Sachant que c'est beaucoup plus pratique. Bon, après là encore, ça n'engage que moi, c'est plus pratique quand les enfants sont avec madame. Ça n'engage que moi. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Ça aurait été un peu parce qu'ils étaient encore petits. Et pour parler de ça, il y a beaucoup de membres de la diaspora qui sont mes contemporains, avec qui, lors de soirées, on parlait de retour au pays. Figurez-vous qu'aucun n'est encore rentré. On devait peut-être être une dizaine en France, peut-être une quinzaine en Angleterre, personne n'est rentré. L'une des raisons, c'est que ils utilisent beaucoup la raison des enfants. Les enfants sont encore petits, Moi, je leur dis, vaut mieux que tu manques quelques années. Après, elle est là, elle pourra dire si elle en a souffert. Vaut mieux que tu manques quelques années dans la croissance de tes enfants et que demain, tu puisses leur offrir, on va dire, un meilleur avenir. En même temps, tu es en train de leur apprendre également le sacrifice. Moi, dans mon histoire, tout le monde a payé le prix. Du plus petit, tout le monde, madame, les enfants, tout le monde. Puisque mes absences et tout ça. Et tout ce qui peut aller avec. Donc, les enfants sont petits, c'est l'excuse qui est utilisée. Moi, j'ai sauté le pas et c'était mieux comme ça. Elle a assuré mes arrières, elle a très, très bien assuré mes arrières. Parce que lorsque tu vas entreprendre avec les économies du couple et que madame qui est derrière travaille, déjà il faut, et on retrouve toujours sur le même problème, je dis souvent, le retour au pays c'est un projet familial, c'est pas un projet tout seul. Tous les hommes qui ont voulu venir seuls, on sait comment ça s'est fini. Toutes les femmes qui ont voulu venir seules, on sait comment ça s'est fini. Il faut que tout le monde, même le dernier des enfants, soit d'accord pour rentrer. J'ai connu un couple, c'est une histoire qu'on m'a expliquée, où les parents sont repartis parce que l'enfant n'a pas su s'adapter. On travaille pour nos enfants, s'ils ne s'adaptent pas, on retourne. Donc c'est un projet de famille, de tout le monde. Donc moi, je n'aurais pas accepté que madame vienne préparer le terrain et moi, je la rejoins par la suite. Par contre, si c'est la question, est-ce que j'aurais accepté de rentrer quand même au pays? Oui, puisque c'était, moi aussi je voulais rentrer. Maintenant, pour les enfants, bon, il n'y a qu'eux qui pourront dire s'ils en ont souffert ou pas, mais c'est très facile de deviner que bien sûr que oui, parce que moi j'ai commencé avec 2 filles, voilà, on sait comment les filles sont proches de leur père. Là encore, ça n'engage que moi, c'est pas forcément vrai partout, mais bon, en général, c'est ce qui est dit. Et donc, forcément, 9 ans d'aller-retour, ça laisse des traces, puisqu'ils sont là depuis 3 ans. Ça laisse des traces chez eux, ça laisse des traces chez moi. Et ce sont ces traces-là qu'on essaie d'effacer petit à petit avec la vie qu'on vit ici. Donc, j'espère que ça marche. Est-ce que nous avons une autre question dans l'Assemblée? D'accord, donc je vais lire une autre question qui est aussi sur Internet. C'est une question de M. Martial qui demande le fait que vous soyez à la tête de plusieurs entreprises. Est-ce que ce n'est pas un profil indécis? Vous n'avez pas choisi, c'est pour ça que vous avez décidé d'avoir plusieurs entreprises. D'accord, ok. Alors, déjà, le choix de plusieurs entreprises naît du fait que, en tant qu'entrepreneur, on passe énormément de temps à vouloir détecter les opportunités. Et de façon maladive, on a tendance à croire qu'il faut apporter une solution à cette problématique. D'accord? Donc on détecte une opportunité de se faire de l'argent, on essaie de combler dans un désir justement de saisir le plus d'opportunités possible. L'avantage de ça, c'est que à aucun moment on ne peut souffrir d'une crise. Je me rappelle en 2015, quand je rentre, mon premier business, c'est un élevage de poulets à Gonzague. Et après, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, il y a eu la crise de la grippe aviaire qui est venue du Burkina. Et bien, l'Institut sanitaire a détruit tous nos bâtiments. Je me rappelle, j'étais à Leclerc, ma mère était à Orly, puisque quand je reviens d'Angleterre, je suis chez maman, à Orly. Donc je suis en plein Leclerc, qui est un centre commercial, il y a un hypermarché.
Puis je reçois une photo de mon assistante avec des poulets morts partout. C'était mon premier business et celui sur lequel je comptais. Alors, si j'avais eu 2 Yango qui tournaient dans Abidjan, j'aurais pu m'appuyer sur les Yango, utiliser ces bénéfices-là et puis remonter la ferme. Si j'avais eu des formations, comme j'ai actuellement des formations sur différents domaines, j'aurais pu vendre mes formations en attendant de pouvoir me relever. Le danger d'avoir un seul business, c'est que c'est une seule source de revenus, c'est beaucoup trop dangereux. C'est comme avoir un emploi sans avoir de revenus parallèles, sans vendre son expertise sur Fiverr, sans donner du coaching sur YouTube au cas où l'emploi prend fin, on a toujours une source de revenus. Donc c'est pas du tout indécis, non, au contraire. Je suis arrivé, pour ceux qui me connaissent, j'ai lancé plusieurs business en même temps. Et le constat est que petit à petit, je suis en train d'abandonner certains. Pourquoi j'abandonne certains? C'est parce que c'est ceux qui ne marchent pas. Pas parce qu'ils ne marchent pas, parce qu'il n'y a pas d'avenir, mais parce que le ratio énergie, temps, disponibilité et argent est déséquilibré. Exemple, l'agriculture. Bien dit, quand tu te rappelles, j'avais mon camion, je transportais mes légumes et mes fruits, je ne fais plus ça. Parce qu'il n'y a pas l'argent dans la production. Aujourd'hui, si j'ai de l'argent, je vais vers la distribution et la transformation, l'industrialisation. Et justement, j'ai fait une formation complète sur ce business-là. Donc, pour dire que on saisit les opportunités, petit à petit on se rend compte que ça marche moins bien, ça marche bien, on supprime et puis on avance et puis à la fin, on va se retrouver avec 2-3 business. Voilà. Tout à l'heure, vous allez voir la tenue que je vais porter, c'est Afro Élégance, c'est ma marque de vêtements. J'avais ouvert un fast-food j'ai eu tellement de détournements que j'ai fermé. J'avais 3 fermes, une à Songo, une à Zagué et une à Béjavé. J'ai fermé parce que les jeunes n'arrivaient pas à suivre. J'ai lancé Sunshine Group, qui est une structure d'audiovisuel. Aujourd'hui, j'ai tout regroupé sur une seule entité qui s'appelle GG Entreprise. Et merci à ma juriste d'affaires qui est là, qui m'a accompagné. Et donc, petit à petit, tu avances, tu vois ce qui marche. Tu ressens tout, de sorte à ce que ton énergie, ton argent et ton temps puissent aller dans une seule direction. Donc c'est pas de l'indécision. Bon, je pense pas. Est-ce que nous avons une question dans l'Assemblée? D'accord. Moi, je veux poser une question. Le fait d'avoir toutes ces entreprises, comment on est sûr en fait que vous avez le bagage intellectuel nécessaire en fait pour chaque entreprise? Parce qu'après, les gens venant vers vous, peut-être qu'ils voudraient savoir s'ils doivent vous faire confiance, en fait, puisqu'il y a l'immobilier qui n'a rien à voir avec le transport, qui n'a rien à voir avec la formation, ni avec l'audiovisuel. Alors, pour ceux qui ont une bonne mémoire, ils pourront me corriger. Je crois que c'est Henry Ford qui disait pourquoi faire de très longues études, alors je paraphrase, le concepteur de la voiture, Ford, alors que je peux prendre des ingénieurs, embaucher des ingénieurs qui ont l'expertise, la compétence pour faire le travail. Faire soi-même, c'est être intelligent. Faire par les autres, c'est être un génie. Voilà. Donc moi, tout simplement, moi je crée l'idée, moi je crée le concept. Je vois l'opportunité, je crée un produit autour et j'essaie de rechercher les compétences adéquates pour justement régler ce problème que j'ai détecté. Mais en tant qu'expert, c'est pas tout le monde qui a la capacité de détecter les opportunités. Quand j'arrive ici, c'est ce qui me frappe à l'esprit. Je vois les Ivoiriens dire qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de, ça marche pas. Gbagbo est tombé, quand il était là, ça marchait, vous ne mettez pas ça dedans. Voilà. Alors que quel que soit le régime qui est en place, il faut observer, il y a forcément quelque chose, il y a forcément un manque quelque part, et puis essayer de couvrir. Et le transport n'a rien à voir avec l'immobilier, et n'a rien à voir avec la formation, mais heureusement, sinon je ne ferai pas ça. Et vous remarquerez que chaque domaine répond à un besoin bien précis. Les membres de la diaspora ou même les locaux ont besoin d'acheter une terre, ont besoin d'acheter une maison. Le transport, vu la vétusté de nos transports traditionnels, on envoie la solution du VTC. La formation pour permettre à tous ces jeunes ou même des moins jeunes de pouvoir se lancer dans une activité qui leur sera profitable. Et puis l'audiovisuel qui permet de communiquer en masse. Donc je ne fais pas ce qui est inutile. Je fais ce qui peut répondre à un besoin et je me mets à fond. Voilà. Il y a une autre question en ligne qui est de Miss Solange. Elle demande, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable que vous laissiez le livre être écrit par un écrivain? Alors, c'est dommage que mon frère Edmond, qui a
qui a eu la chance, le privilège de découvrir le livre avant même qu'il soit mis sur le marché. Vous savez, quand tu finis d'écrire, tu es à fond dans ton livre, donc il y a des choses que tu ne vois pas, donc tu envoies à des personnes avant même l'édition, avant même la mise en page, pour qu'ils lisent, et tu pries pour que ces personnes soient franches à te dire vraiment ce qui a changé dans le livre. Et c'est ce qui s'est passé avec Edmond et avec Elodie, une amie à ma femme, et puis même Christina aussi. C'est que dans ce livre, on voit vraiment quelqu'un qui met son âme, qui met tout dans le livre. Lorsque vous lisez le livre, je vous emporte dans un voyage et vous avez l'impression d'avoir vécu toutes ces choses-là avec moi. Le concept de faire écrire par quelqu'un d'autre, je pense que ça peut être un concept qui est intéressant. Peut-être que j'essaierai un jour, mais je pense que pour une biographie, alors je ne sais pas comment les autres le font, mais moi j'ai tenu à le faire moi-même parce que c'est mon histoire. Tout à l'heure, vous êtes rentré dans la loge, je m'avais demandé est-ce que tu es stressé? J'ai dit non, je ne suis pas stressé. Parce que, ces personnes sont venues pour m'écouter, ces personnes m'aiment, c'est pour ça qu'elles sont là. 2, ce que j'ai à leur dire les intéresse, donc pourquoi être stressé? Et puis 3, vous me demandez de parler de ma vie, mais je ne peux pas bloquer, voilà. Et c'est ce qui se passe dans le livre. Je parle de moi, je parle de mon parcours, je ne parle pas d'expériences que je n'ai pas vécues, je ne parle pas de business que je n'ai pas monté, c'est tout moi. Et pour ceux qui connaissent ma franchise et le fait que j'aime aller droit au but, c'était mieux que je l'écrive moi-même. Après, là où j'ai eu besoin d'aide, je dois le reconnaître, c'est la correction. Alors, moi j'ai des amis qui me disent, mais toi tu es nul en dictée, comment tu as pu écrire? Et ils ont raison. Il y a à peu près 5 ans, c'est ma femme qui est, elle, excellente en dictée. La grammaire, Dieu donne pas tout. Elle est très forte à ça. Moi je suis fort en syntaxe et pour déposer les idées. Je suis très fort à ça. Et elle est corrigée. Et puis au fil du temps, elle s'est rendue compte que, mais tiens, tu fais de moins en moins de fautes. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de problème de grammaire ou d'orthographe, mais je suis tellement passionné dans l'écriture que ce qu'on appelle les fautes d'inattention. Voilà. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas devenu meilleur, c'est juste que je me relisais. 2 fois, moi, j'écris un message balance. L'objectif, c'est d'envoyer l'idée. Après, si toi, tu es fort en orthographe, tu vois des fautes, ça, c'est ton problème. Mais est-ce que tu as compris l'idée que je t'ai envoyée? Voilà. Mais aujourd'hui, on fait de plus en plus attention parce qu'on parle sur le personal branding. Donc, M. Nicolas Joël Anani, bachelor des entrepreneurs, comment il peut ne pas accorder ça? Donc, on essaie de faire attention, on relit. Donc, j'ai eu besoin d'un correcteur parce que je crois que le livre fait une centaine de pages, il faisait plus de 200. Donc, voilà. Donc je me suis renseigné maintenant, et ils ont corrigé. J'ai envoyé à la cousine de ma femme, Elodie. Elle a recorrigé parce qu'elle est très forte. C'est d'ailleurs elle qui va traduire le livre en anglais. Parce qu'il y a une version anglaise pour tous les anglophones de Londres et tout ça. Donc j'ai eu besoin d'un correcteur qui a corrigé pour moi parce que s'il n'avait pas corrigé, ma femme a lu, elle a corrigé des fautes, il y avait encore des fautes. Elodie a lu, elle a corrigé des fautes, il y avait encore des fautes. Et je suis sûr, mais bon, j'espère pas. Je suis sûr que quand vous allez lire, vous serez surpris de grands livres, de grands écrivains que vous lisez, et il y a des fautes. Bon, moi, je ne peux pas expliquer ça. Souvent, je suis champion des fautes, je ne peux pas expliquer ça. Mais voilà, donc j'ai eu besoin d'un correcteur qui a relu, il m'a aidé à faire la mise en page. Du coup, on était sur Arial, le livre passé à 200, plus de 200 pages. J'ai dit, écoute, déjà, il y a un adage qui dit que l'Africain ne lit pas. Moi, je sais que c'est faux. Donc, fais pas un gros livre, parce que moi, au départ, je voulais un gros livre. Un gros livre, comme on veut des grosses voitures, voilà, comme ça, ils vont dire, non, mais attends, c'est le sérieux, il a vraiment écrit. Donc, on a réduit, on est passé sur une autre police qui a réduit à 100 et quelques pages. Et pour ceux qui ont pas commandé le livre et qui m'appellent, ils me disent, ah, mais ton livre se lit facilement. Ils ne le savent pas, mais je le prends mal. Je le prends mal parce que dans mon esprit, ça veut dire quoi? Il se lit facilement. Est-ce que ça veut dire que il est trop simpliste ou je ne me suis pas donné à fond? Mais c'est tout simplement que la police participe à la lecture du livre. La taille de caractère participe à... Même vous avez vu qu'on a mis le paquet sur le livre, couverture brillante, belle couleur, on a pris un infographe, Jojo Design qui est un jeune béninois. On a mis le paquet pour que tout concourt à une lecture facile. Ma femme, j'ai donné le livre à 22h. Bon, elle, c'est la première supportrice, donc ça compte pas. Mais à 16h, elle avait déjà lu le livre.
pour dire que c'est un livre que voilà, vous allez vous en débarrasser rapidement, mais ce n'est pas pour autant que le contenu est rapide à digérer. Donc c'est un livre qu'il faudra relire, et puis offrir aux personnes à qui vous souhaitez de passer d'un état à un autre. Merci, monsieur Yepa Joël. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je ne sais pas si c'est la dernière question, peut-être qu'après quelqu'un voudra poser une autre question, mais moi j'aimerais encore poser une autre question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui quand vous avez le livre dans votre main? Bon, ça je dois avouer que c'est une question qui est assez difficile. Je tire ma satisfaction dans le fait que ce livre va faire du bien aux autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été passionné de lecture. J'ai toujours adoré lire. J'ai mon père qui était là le mois dernier, que j'ai envoyé de Saint-Fra pour des soins. Quand je lui ai tendu le livre, il m'a dit, je savais. Je lui ai dit, tu savais quoi? Il m'a dit, je savais que tu allais finir par écrire. Je lui ai dit, pourquoi? Et là, il m'explique pour la première fois. Déjà, mon père, je ne grandis pas à côté de lui, donc voilà, on n'est pas aussi proche que ça, par la force des choses. Donc, quand il me dit ça, et donc c'est la première fois qu'il me raconte cette histoire, il me dit que j'ai su lire plus tôt que les autres enfants. Voilà. Je ne sais pas à quel âge un enfant est censé lire, mais j'ai su lire plus tôt. Il m'expliquait comme ça que quand ses amis venaient, il était tellement fier qu'il me donnait ses journaux, et je lisais devant eux et ils me donnaient de l'argent. Et là, j'ai réalisé que même à cet âge-là, je savais déjà comment chercher l'argent. Voilà. Et il m'a dit ça, j'étais vraiment ému parce que, voilà, père gendarme, la communication, c'est pas forcément leur fort. J'ai grandi loin de lui. Quand il me ramène comme ça, à un âge vraiment petit, ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc, tous ceux qui aiment lire ici le diront, à force de lire les autres, on nourrit une envie. C'est de soi aussi, c'est de, à son tour, écrire aussi quelque chose que d'autres personnes vont lire. Parce que grâce à ce livre, alors je ne vais pas exagérer en disant que je deviens éternel, mais il y aura quelque chose qui va rester. Voilà, c'est-à-dire que même quand je ne serai pas là, et je vous dis que je ne compte pas partir maintenant, il y aura le livre qui sera là, et on dira que, et puis c'est le premier d'une longue série. Parce que le souci avec l'écriture, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est difficile, mais quand on trouve le temps, la discipline et l'organisation, et quand on sait se faire entourer, ça peut aller très vite. Donc il y aura d'autres livres à thématique sur le business cette fois-ci qui vont sortir. Voilà. Merci, monsieur Yepa. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a une autre question ou bien c'est bon pour le moment? Parce qu'après, on aura encore la séance dédicace où vous aurez la possibilité de discuter directement avec l'écrivain. Vous avez une question? Donc moi ma question c'était par rapport à ce que Madame Mimi a dit. Donc en fait moi aussi c'est ça qui me frustrait. Je me demandais est-ce que c'est pas plus simple pour un homme d'envisager le retour au pays, parce que je ne sais pas si madame, quand elle a fait son retour, au bout de 3 mois, il y avait des enfants dans les paramètres. Et c'est ça en fait que je me disais, parce que faire des allers-retours, quand on est un homme, c'est plus simple, mais quand on est une femme avec des enfants, c'est un peu plus compliqué. Après, je pense aussi, peut-être que monsieur Anani pourra me répondre, est-ce que ça ne dépend pas aussi des domaines où on veut entreprendre? Par exemple, peut-être dans la santé, peut-être que là, il n'y a pas besoin de faire 150 000 allers-retours. On peut préparer ça en 1 an, 2 ans et sauter le pas. Je ne sais pas. Tu commences, je t'arrive. S'il y a des enfants. Pour répondre à votre question, oui, il y avait des enfants. Oui, il y avait un mari. Je suis venue avec 4 enfants. Toute seule, avec 4 enfants, le mari il est resté. Leur âge. Leur âge, bon, il a 21 ans à l'époque. Olim avait, je crois, 16 ou 17, je ne sais pas trop compter. Le plus petit avait 2 ans. Et bon, je peux vous donner l'âge d'aujourd'hui et puis vous allez faire le calcul. L'aîné a 21 ans, le deuxième a 18 ans aujourd'hui, la dernière,
la seule fille, elle a 11 ans, elle va avoir 12 ans, et le dernier a 7 ans aujourd'hui. Donc avec ces 4-là, on a fait notre ballotin et puis on est venu à l'aventure. Le mari est resté. Mais le mari, il n'existe plus aujourd'hui. D'accord, la chute. Il y avait une autre réponse à la suite. C'est l'autre question, je pense que c'était pour moi. Vous disiez que est-ce que ça dépend du domaine? Voilà. Pardon? Ah, d'accord, ok. Moi, je ne suis pas... ça ne dépend pas du domaine, ça dépend de qu'est-ce qu'on vient faire. Est-ce qu'on vient entreprendre? Ou est-ce qu'on vient rejoindre une entreprise ou une entité étatique? D'accord? Et ça dépend aussi de est-ce qu'on a déjà décroché le boulot depuis là-bas, ou est-ce qu'on vient et puis c'est sur place qu'on cherche. Parce que ça peut être très long et il faut que ça soit préparé. Voilà. Moi, quand je rentre, je me dis, ok, je suis parti jeune, j'ai eu la chance, entre guillemets, je pèse toujours ça parce que la chance, voilà, d'aller en Occident étudier, je ne me voyais pas venir compétir, ça n'engage que moi, hein, avec des jeunes qui, pour moi, n'ont pas eu la chance, encore entre guillemets, de partir. Voilà. Donc, moi, je suis venu, je n'ai pas postulé quelque part, voilà. Je suis venu, je me suis dit, ok, je vais créer directement et puis je vais employer ces jeunes-là. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, bon, voilà, le calcul il est plus long. Les risques sont grands, il faut étudier les risques, il faut étudier plus. Maintenant, quand on a déjà un emploi qui nous attend ici, bon, moi je pense que en tant qu'expat, je ne sais pas comment ça se passe parce que nous on n'est pas venu comme ça, mais je suis sûr que quand l'entreprise se rend compte que vous avez des enfants, je pense qu'ils en tiennent compte, et puis vous mettre dans les conditions pour que vous soyez le plus productif possible dans l'entreprise. Donc peut-être que les enfants sont pris en charge, je ne sais pas. C'est pas le même calcul. Voilà, c'est pas le même calcul. Mais je ne pense pas que ça soit lié au domaine. Par exemple, si vous venez ici ouvrir un centre d'accouchement puisque vous êtes sage-femme, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, voilà, se renseigner peut-être sur tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est médecine en Côte d'Ivoire, à quel endroit c'est mieux d'être positionné, est-ce que vous allez en zone 4, est-ce que vous restez à Angré, là il y a les moyens qui rentrent en compte, il y a le ciblage aussi. Et ce que je veux vous dire c'est que pour avoir déjà eu la naissance d'un enfant ici, il y a un besoin. Il y a un besoin parce que lorsqu'on se rend compte que tout le monde veut aller accoucher en France, désolé d'en parler, ou tout le monde veut aller, parce qu'avec elle, on en parle souvent, c'est ma fille qui est en Belgique, qui est aussi sage-femme. Voilà, pourquoi personne ne veut aller à Cocody accoucher, voilà, faut se le dire, il y a eu un moment, il y a eu beaucoup de drames là-bas, et Dieu merci, depuis un moment, il n'y a plus rien, donc peut-être que c'est bon. Mais pourquoi il y a des noms qui ressortent, je ne vais pas faire de la mauvaise publicité ici, tout le monde veut aller accoucher en France, tout le monde veut aller accoucher en Angleterre, c'est qu'il y a un besoin ici. Voilà, je connais une dame, et je pense que tu la connais ici aussi, qui a monté son établissement où elle fait accoucher des femmes. Après ça, bon, faut beaucoup se renseigner. Faut beaucoup se renseigner parce que lorsqu'on sort comme ça du circuit médical, voilà, faut bien baliser son truc, quoi. Il y a certains risques qu'il faut prendre en compte. J'avais une dernière question. Dans le cas où on est déjà entrepreneur en France et qu'on veut venir éventuellement aussi refaire une activité, parce que quand on est déjà dans l'entrepreneuriat, c'est difficile de se remettre en salariat. Est-ce que vous conseillez que parfois il vaut mieux recommencer petit, ça veut dire par exemple dans mon cas revenir, me remettre dans le salariat, je ne sais pas, dans un hôpital ou dans une clinique, et puis après petit à petit monter ma propre entreprise et établir ma vision des choses. Ok, merci pour la question. Alors, de prime abord, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que en acceptant de devenir entrepreneur, il faut éliminer la honte ou la peur de tout recommencer. Moi, j'étais en France, j'avais mon appartement, j'ai vécu avec ma fiancée. Du jour au lendemain, j'ai décidé de partir en Angleterre. Vous comprenez pourquoi je vous raconte tout ça? Je perds 100% de mes amis. Pourquoi? Parce qu'ils disaient pourquoi tu plaques tout? Tu pourrais tout recommencer là-bas. Pourquoi tu ne gardes pas un pied ici au cas où? Bon, moi, le plan B, je ne crois pas trop au plan B. Le plan B, ça rend un peu paresseux,
ça diminue la créativité, ça diminue la... Voilà, on a tout de suite envie d'abandonner pour repartir parce que tout le monde aime la zone de confort. Et quand je quitte l'Angleterre pour rentrer en Afrique, mon premier business c'est l'agriculture. Et les vidéos et les photos que je poste sur Facebook, ce sont mes propres amis qui sont laissés là-bas qui me narguent en me disant que tu quittes l'Angleterre pour aller flirter avec des serpents. Bon, chacun avait ses mots. Tu quittes l'Angleterre pour aller au village. Bon, voilà, chacun avait, mais ça montrait aussi la méconnaissance ça montrait tout simplement leur ignorance à plusieurs niveaux. Donc la peur de recommencer, il faut déjà l'éliminer. Quand on a déjà un business en Occident, si le business fonctionne, on peut garder un pied là-bas et puis venir mettre un autre pied ici, peut-être en prenant un DG ou une assistante qui va gérer. Le but, c'est pas de se mettre en danger en fait, parce que plus on se met en danger, plus on dégrade en fait ce choix, pour moi intéressant de pouvoir être financièrement libre. Il ne faut pas se mettre en danger. On peut garder un pied là-bas, ça c'est si le business marche. Si le business ne marche pas, on peut voir comment essayer de venir recréer ici, mais avec des adaptations. Une fois, il y a une dame qui m'a appelé, elle m'a dit qu'elle avait une maison de retraite en France, ça marchait bien. Elle voulait revenir refaire ça ici, maison de retraite. J'ai dit, en général, l'Africain on héberge les parents ou alors ils rentrent au village. Donc, voilà, peut-être que ça aurait pu marcher parce que le problème quand tu crées, le problème c'est pour ça que je dis à certains jeunes souvent, quand vous débutez, évitez tout ce qui est innovation. Ne vous lancez pas vers l'innovation parce que c'est mieux que quelque chose existe déjà. Tu fais la même chose mais tu le fais différemment. Au moins, la clientèle est déjà là. Le problème quand tu crées un nouveau business, tu es fier. NTV va venir te filmer, la première maison de retraite en Afrique, Live TV va venir et puis d'autres chaînes. Sauf que maintenant, lorsque tu crées un nouveau business, il faut maintenant trouver de nouveaux clients. Il faut créer le client. C'est difficile de créer le client. Voilà. Donc, il faut maintenant aller convaincre les parents de mettre... la maison de retraite est vue comme un abandon dans l'esprit africain. Voilà. Moi, j'étais lavé, j'étais supporté. Maintenant, je suis vieux, tu me balances dans une maison avec d'autres vieux. J'ai une maison qui m'a dit ils vont faire l'association de sorciers. Elle, je pense qu'elle voulait rigoler. Donc, ce n'est pas tous les business qui sont duplicables ici. Ou alors, il faut l'adapter. Donc, si le business marche là-bas, vous pouvez faire des allers-retours, garder un pied là-bas. Et quand vous avez suffisamment de revenus ici, faire le grand saut, puisque, in fine, c'est l'objectif. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vais apporter un additif sur ce qu'il a dit, mais je vais venir un peu en contradiction. D'accord. Par rapport au fait d'innover. D'accord. Pour être plus simple, ce business que vous voyez là aujourd'hui, le secteur du coworking, quand je suis arrivée, justement, c'est la raison pour laquelle je suis venue 3 mois plus tard, de façon inopinée, parce que personne ne connaissait ça ici. Oui, mais tu avais les moyens. Non. C'est innover quand on n'a pas de moyens. Attends, 2 secondes. Donc, le truc, c'est que, en fait, il faut penser quand vous arrivez avec quelque chose comme ça. Ça va fonctionner. Parce que de toutes les façons, on a les mêmes besoins et la psychologie africaine copie sur le mode de vie occidental. Il n'y a qu'à se balader à Abidjan pour voir que quand vous venez de l'Occident, vous n'êtes pas dépaysé. C'est beaucoup plus confortable, donc c'est pour ça aussi que d'autres communautés arrivent en Côte d'Ivoire. Donc du coup, il faut intégrer simplement le fait qu'il va y avoir 1 an de sensibilisation et de com. Moi je dis, c'est vraiment la sensibilisation, la com. Les premières années, on a vraiment axé sur ça. Il y avait les grands noms qui étaient là, comme Rébus, pour ne pas les citer, qui étaient là, mais des petites entités comme la mienne, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, dans le secteur du coworking, tous les jours, j'en vois. Je peux dénombrer au moins une trentaine, voire une quarantaine, mais en l'espace de 2-3 ans. Donc c'est pour dire que c'est vrai qu'il a dit par rapport aux moyens, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas tant de moyens que ça. Il a fallu juste trouver un local, être au bon endroit, et puis avoir un associé qui veut bien financer, mais on aurait pu faire simple. C'est parce que j'aime les belles choses et j'aime les bonnes choses. Donc je me dis, voilà, j'investis, je mets tout dedans. Bon, merci Eddie. Bon, pour nuancer ce qu'elle disait, c'est que moi je vois l'innovation quelque chose qui n'existe pas encore. Alors que les coworking,
ça existe, sauf que toi tu as apporté une particularité. Peut-être que c'est la chaleur qu'il y a dans tes coworking, parce qu'il y avait déjà Régus. Moi je parlais d'innovation dans le sens où créer une offre dont il n'y a pas encore de demande. Et donc quand tu crées une offre, et surtout moi je m'adresse beaucoup aux jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, le problème c'est que, imagine quelqu'un qui vient faire une maison de retraite. Ok? Imagine, tu as dit un mot qui est important, tu as dit il faut communiquer, c'est ça que je parle. Parce que quand tu as créé quelque chose qui est nouveau, il faut maintenant aller créer maintenant le client. Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans le parapluie, il n'a pas de communication à faire, tout le monde connaît la pertinence d'avoir un parapluie, il va peut-être créer un parapluie différent, ou alors qui aspire l'eau et puis après qui crée une réserve que tu récupères après, bon je ne sais pas. Mais au moins, il va flirter déjà sur la clientèle de parapluie qui existe déjà. Et puis il va dire, attention, moi mon parapluie, il est différent dans ce sens-là. Voilà. Mais venir créer un produit qui est carrément nouveau, c'est de la com. Il faut communiquer. Après, quand tu as lancé ta structure de syndic. Oui. Voilà. Et on a eu un live et tu disais que faut aller convaincre les... Non, mais je laissé tomber de toute façon. Pourquoi tu as laissé tomber? Parce qu'en fait, ici dans nos immeubles, voilà, on a le boutiquier qui est en bas, qui essaie de réguler comme il veut, comme il peut. On a le gérant, on a le propriétaire qui vient faire ce qu'il peut, mais la notion de... Après, on a nos présidents des jeunes et tout ça, et puis, parce qu'il ne faut pas que je dise n'importe quoi aussi, dans des cités, ça se développe. Les gens se mettent ensemble, mais la notion de syndic et de copropriété qui est vraiment forte en Occident est encore un peu méconnue. Et justement, elle avait fait ce business-là, et voilà, elle m'expliquait comment elle devait se mettre en basket, aller un peu démarcher, un peu, voilà. Donc, c'est pas simple. Voilà. Quand on innove, quand on crée quelque chose de nouveau ou qui paraît nouveau, c'est pas simple. C'est juste ce que je voulais ajouter. Mais sinon, il ne faut pas oser sortir des sentiers battus. Si c'est arrivé, peut-être quelques questions. Donc, merci à tout le monde, merci pour les questions, merci à ceux aussi qui nous suivent sur Internet pour les questions, merci à l'écrivain M. Nipa Joël Anani, merci à Mme Edier qui a été à la table de séance avec lui. Nous allons maintenant passer à un intermède. Nous allons appeler ici devant nous un slammer que vous allez découvrir, peut-être que vous le connaissez déjà, qui avec ses mots va nous faire voyager. J'appelle ici Étrange. Le chemin de ton soleil, tu le traceras tout seul. Le bonheur à l'horizon de ta vie prendra forme, enfin, si tu le veux. Il faut juste te demander beaucoup de soi et des autres avant de compter sur le secours de Dieu. Quand tout ce que tu as construit en une heure s'écoule en une fraction de seconde, c'est vrai, ça peut te faire fondre l'âme. Mais dis-moi, sais-tu combien de temps Léonard de Vinci a dû mettre pour réaliser la Joconde? Lève-toi, ne dors plus et réalise tes rêves. À la fin, on te demandera de compte. Dans cette vie, tout est paradoxe, tout peut te sembler faux, tout est oxymore, que même un pyromane peut mourir noyé dans le feu. Rien ne te sera donné gratuitement et tristement. C'est déjà un espoir triste et mort. Et retiens que l'on ne connaît la valeur de rire que lorsqu'on est mis dans des pleurs. Quand tes rêves se noient parce que tes efforts tombent à l'eau, tu as le droit de pleurer, mais d'ouvrir un tout petit peu les yeux pour essayer de mordre le bout de la lumière. Moi, j'ai transformé mon échec en béquille pour m'aider à marcher, à avancer et à toucher le bord de l'échelle. J'ai assemblé des petites lucioles pour me créer une lumière afin de voir le bout du tunnel. Parce que mon père m'a dit, fils, d'embûches et d'épines, ton chemin sera parsemé, mais tu ne pourras pas récolter ce que tu n'as pas semé. Depuis, mon sang a remplacé ma sueur. Je ne passerai pas les bras, non, c'est pour les faibles. Les obstacles, eux, ne me poseront aucune barrière. Au contraire, je les prendrai pour du gymnase afin de me rendre fort. Petit matos casse gros caillou, disait un maçon fougueux. Mon petit matos à moi, c'est la foi. C'est elle qui me fait tenir. Car je sais que dans le ciel, on peut être une petite étoile et faire briller toute une nuit. Je sais qu'on peut être une petite
tout dans le ciel et fait briller toute une lutte. Bats-toi, brille, lutte, jusqu'à ce que ta lumière éclaire le chemin des autres. Que ce soit en marchant, en courant, en volant ou en nageant, va vers ton but. Il sera applaudi. Celui qui a 4 pattes avance vers son objectif au détriment de celui qui est assis raconte ses rêves. Mon arrière-grand-père a dit à mon grand-père qui a dit à mon père qui m'a dit à moi qui deviendrai le père, fils. Sur cette terre des hommes, personne n'avale de la braise pour espérer mourir de fraîcheur. On ne mange pas de la médiocrité et vouloir digérer l'excellence. Dieu veut être un bon porteur pour le tabac et l'envoyer la terre. Si un demande qui l'a dit, on ne parle simplement étrange, le slam est humaniste. Merci. Il y a aussi un autre texte qui parle un peu de l'agriculture, mais que notre auteur nous parle de l'Europe à l'Afrique. Donc c'est un mélange de culture en fait. Je vais partager un peu d'humanité à travers cet temps ancien. Je vais recoller les morceaux de chaque peine, qu'il soit neuf ou ancien, guéri de larmes. Et quand le cœur lui saigne, je veux croire qu'il y a une part de tolérance en chacun de nous que le geste du pardon enseigne. Il y a nos différences qui créent des différents. Et quand on refuse de s'accepter, on en prend des différents. On se range de côté de ceux qu'on croit être dans le rang et puis on s'allie à d'autres au fur et à mesure que les liens se rompent. Pour chaque nouveau jour, on espère une nouvelle lune, mais on ne porte pas des lunettes solaires pour mieux voir de nos brumes. On se trace un chemin d'amitié avec l'ennemi de nos ennemis, ignorant parfois que le passage de l'amour à la haine ne se trouve qu'à une limite. Quand le noir nous plonge dans le sombre, il n'y a que le blanc qui nous couvre de son ombre. Je veux partager un bout d'humanité à travers cet art ancien. Je veux recoller le morceau de chaque peine, que ce soit neuf ou ancien. Je veux faire éclater des pétards d'amour, d'unité fraternelle, que cessent ces explosifs de monstroisme pas très net, qu'on arbore les sentiers sur la route d'arc-en-ciel, que l'espoir riche en couleurs mosaïques nous enseigne. L'amour, c'est ce que nous unit tous ici. L'humanité est un tableau d'art dont l'éclat de chaque peau en est la peinture. Un pantalon dont l'assemblage des lignes de nos mains en est la ceinture. L'humanité puise son sourire dans les lèvres de chacun d'entre nous que le cœur, lui, il sourit. Et vivre sans ce sourire, c'est se plonger dans les pleurs ineffables que même la mort nie, quand nous on nie aussi nos harmonies. Je veux croire qu'il y a une part de tolérance dans chacun de nous que le geste du pardon enseigne. Avec vous, je veux partager un peu d'amour à travers nos afflictions. Faire de nos cultures un pan Nzasa qui nourra toutes nos affections. Je veux faire dire à quelqu'un un je t'aime sincère, que nos cœurs s'entremêlent, que nos doigts se serrent. Moi, je veux faire dire à quelqu'un un je t'aime sincère, que nos cœurs s'entremêlent, que nos doigts se serrent. Parce que je ne sais pas comment avance un paralytique sans béquille. Ce que je sais, c'est qu'un chien blessé vaut beaucoup mieux qu'un lion mort. Et quand les liens ne sont pas solides, il n'y a que les pleurs de la solitude qui nous liquident. Je vais partager un bout d'humanité à travers cet temps ancien. Je vais recoller le morceau de chaque peine, qu'il soit neuf ou ancien. Guérir chaque larme. Et même si le cœur encore le saigne, j'espère qu'avec vous, il y a une part de tolérance que le geste du pardon vous a enseigné. Si on vous demande encore une fois qu'il a dit, vous répondrez étrange, l'islam est humaniste. Merci. Merci beaucoup, Étrange. Merci pour ce moment de slam. D'accord. Alors, normalement, juste après le passage de Étrange, on doit passer à une autre étape de notre cérémonie de dédicace. Mais bien avant que l'auteur ne puisse se déplacer un peu, j'aimerais qu'il nous donne son dernier mot et surtout qu'il nous explique pourquoi il a décidé de choisir plutôt l'auto-édition. Merci, Christina. Alors, je n'ai pas choisi l'auto-édition, c'est l'auto-édition qui m'a choisi. Désolé pour le cliché de cette phrase. C'est qu'en réalité, les éditeurs, on va dire, le deal est meilleur quand on est un écrivain ou un auteur chevronné. Le deal est meilleur. Et puisque éventuellement c'est un investissement pour eux, d'accord? Donc ils parient forcément, pas forcément sur les meilleurs chevaux, mais sur les chevaux qui sont connus. Voilà. Moi, je suis connu dans l'entrepreneuriat, mais pas en tant qu'auteur. D'accord. Donc, si vous voulez, c'est mon premier ouvrage
Donc c'est maintenant que je suis éventuellement, et par la grâce de Dieu je vais y arriver, en train de me faire une place dans l'écriture. Donc j'ai préféré partir sur l'auto-édition parce qu'en me renseignant avec des personnes qui ont déjà écrit, voilà, le deal n'est pas bon. Quand je dis le deal, c'est voilà, comme dans la production musicale, voilà, il y a un pourcentage que l'auteur récupère. Pour moi, toute l'énergie, le temps, l'argent, l'expertise que j'ai mis dans ce livre, j'ai pas trouvé gratifiant ce qu'ils auraient pu proposer. Et je pense que aujourd'hui, écrire un livre et le commercialiser quand on a une petite communauté, c'est quand même pas mal. Voilà, la force de l'édition, c'est que ils vont emmener ton livre très loin. Vous allez trouver le livre à la librairie de France et tout ça basé sur leur nom. Mais moi, je pense qu'avec ma petite communauté qui s'évalue autour de 60 000 personnes, toutes plateformes confondues, si chacun m'achète un livre, je pense que l'auto-édition, je peux peut-être l'utiliser pour les prochains livres. Voilà. Et mon mot de fin, alors je ne sais pas si je peux dire un mot de fin maintenant, mais on va dire peut-être pour résumer un peu l'écriture du livre. Voilà. Donc j'ai voulu déposer mon parcours. J'espère que ceux qui le liront pourront apprendre plus de ma personne. Mais ce que je veux que vous reteniez dans ce livre, c'est le mindset. Okay? Parce que certains m'ont dit, de l'Europe à l'Afrique, nous on est encore ici, en quoi on a besoin du livre. Quand tu finis de lire le livre, tu récupères le mindset de l'entrepreneur. Et le mindset de l'entrepreneur, c'est comment avancer, même quand c'est pas facile, comment se relever d'un échec, comment diversifier ses activités pour éviter justement d'être frappé par une crise, parce que tous les domaines d'activité ont une crise de façon régulière. Ça peut être annuel, ça peut être tous les 10 ans. Tantôt, on a eu la crise du transport. Heureusement qu'on avait quelques billes dans l'immobilier. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il y a des maladies qui peuvent venir frapper le domaine agricole. Heureusement qu'on aura des taxis, des mobiliers, donc on essaie de se diversifier. Et c'est ce qu'on récupère principalement dans ce livre. Donc qu'on soit de l'Occident ou qu'on soit un national, un local, tout le monde gagnerait à récupérer ce livre pour au moins prendre la part qui le concerne. Voilà. Merci beaucoup, M. Liéba. Alors, pour la suite du programme, on va aller juste dehors pour le cocktail. Il y a l'équipe qui va vous guider. Ensuite, on reviendra pour un shooting officiel avec M. Liéba. Et puis, on pourra passer à la dédicace. À la dédicace, vos livres seront dédiés. Pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre, il y a un stand juste derrière pour notre équipement. Vous pouvez vous procurer le livre au prix de 15 000 francs pour la version papier et 5 000 francs pour la version PDF. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez juste précommander et puis après, vous recevrez le livre. Merci à tous et puis on va juste aller dehors et puis revenir ici. Merci.